Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça se déconfine toujours, ça continue. Comment ça se passe quand on vit dans un bâtiment collectif? Comment on supporte ou on apprécie ses voisins? C'est pas toujours simple. On va poser la question à Patricia Château en tant qu'habitant dans ce bâtiment collectif, mais surtout en tant que sociologue. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Patricia Château. Bonsoir. Et c'est bizarre, mais vivre dans un appartement, c'est pas la vie de château. Non. Et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la tour du château, mais c'est le château. On aurait aimé être une princesse tout en haut du tour de la tour et attendre le prince charmant, mais c'est pas le cas. Ouais, bon, le prince charmant, hein. Bon. On peut le voir comme ça. Oui, c'est vrai. Non? C'est pas ça. Mais je sais pas, je mets pas mes petits souliers sur l'arbre de Noël. Qu'est-ce qui explique que on va quand même faire un point, je veux dire, être enfermé dans un bâtiment, même si c'est un beau bâtiment, on est quand même enfermé. Et le confinement, je dis bien le confinement, joue sur les schémas de comportement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, la question, c'est de savoir si comment ça s'est passé le confinement, qu'est-ce que j'ai pu voir, qu'est-ce que j'ai pu vivre, etc. Ou comment, hein, De manière générale ou Ouais. peut-être individuelle. D'accord. Alors bon, déjà le confinement, je veux dire, même en collectif ou en individuel, cela dépend effectivement de l'espace que vont avoir les personnes, hein. Si on est confiné 5 ou 6 dans un petit appart, ou bien même dans une petite maison, enfin bref, pas la même chose, etc. Et puis ensuite, je pense que ça dépend aussi certainement de la qualité des relations des individus au sein de leur logement. Maintenant, on va parler un petit peu, enfin, ce qui se passe, question voisinage, là, effectivement, ça dépend de la qualité aussi du logement. Parce que vous pouvez très bien, parce que bon, comment dire, les gens ne sortant pas, ils ont peut-être certainement plus envie, les relations de voisinage étant restreintes. Est-ce que du coup, les voisins se sont rencontrés ou comment dire, se sont liés? Je ne sais pas. Parce que, bon, il était interdit de sortir. Mais moi, j'ai vu tout autour de moi des gens qui commençaient à se dire, bon, ben, on peut pas sortir à l'extérieur, mais on peut peut-être au moins profiter des espaces collectifs. Hein, il y avait du gazon, il y avait de l'herbe, enfin un petit jardin en bas, et pourquoi pas. Voilà. Par contre aussi, ce qui se passe, c'est que peut-être aussi, à un moment donné, il y avait des bruits qui devenaient de plus en plus, comment dire, Assourdissant, ah oui, oui, intenable. oui. Je veux dire, au départ, bon, moi, ce qui me concerne, je fais avec. Puis à un moment donné, on craque, quoi. Et je crois que moi, en ce qui me concerne, je craque surtout plus depuis Du confinement. Oui, parce que je crois que je me suis dit, c'est le confinement, on fait un effort pour les uns et pour les autres. Mais quand on voit aussi quand même que les comportements des autres n'ont toujours pas changé et que vous en avez pris, ça fait un peu lourd. On dit souvent que c'est ce qu'on appelle un paradoxe, c'est-à-dire que plus on donne la liberté, plus cette liberté influe sur le schéma de comportement, c'est-à-dire que la personne fait un peu se laisse aller. Parce que c'est ça, en fait. Aussi, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de cadre, et on voit, on voit des schémas parfois qui Oui, qui surtout. surprennent, pardon. Oui, et surtout que le confinement, ça n'avait rien d'amusant, hein. Déjà dans le contenu. Tout d'un coup, vous apprenez qu'il y a une maladie comme ça qui nous tombe dessus, que c'est une pandémie, que vous pouvez en mourir, etc. Et puis de l'autre côté, on vous dit restez chez vous, ne bougez pas. Je veux dire, c'est assez violent quand même, comme quotidienneté, hein. Et qu'est-ce qui explique que ça part un peu à volo actuellement dans les schémas de comportement? Dans certains habitats collectifs, on a du mal à se supporter.
Oui, 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 oui. Je sais pas si c'est le, comment dire. Je répète, je ne sais pas si c'est l'ensemble, parce qu'on a, bon, d'un point de vue, comment dire, il y a des informations qui nous apprennent que dans tel ou tel quartier, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, etc. Mais moi, je dirais que en ce qui me concerne aussi, j'avais fait un travail à un moment donné avec Philippe Vital, un sociologue d'Aix-en-Provence, sur le Galacourt. Je veux dire que là, je me suis retrouvée finalement un petit peu dans cette situation du Galacourt justement, où si on pouvait le définir ainsi, c'est-à-dire que un petit groupe s'identifie par rapport au lieu où il vit, s'y rattache et peut-être même s'isole par rapport aux autres, parce que du coup lui échappe un petit peu je sais pas, la possibilité pour l'autre de pouvoir se sentir un peu dans l'intimité de son logement. Là, on a vraiment l'impression que tout ce qui se passe chez le voisin, c'est pour vous. Mais par contre, tout ce qui doit être mis en commun, c'est, enfin, je sais pas, tous les comportements échos, c'est vraiment selon les valeurs de chacun. C'est ça qu'il faut gérer, c'est-à-dire que de gérer toujours le négatif, parce que ce qu'on gère souvent chez le voisin, c'est tout ce qu'il fait et qui gêne les autres. C'est ça qu'il faut gérer, malheureusement. Oui. Alors, j'aime bien cette question, finalement, sur l'habitat collectif, parce que j'ai également travaillé. J'ai fait une enquête. J'ai fait un travail au sein même, donc, au sein d'un bureau d'études sur c'était assez rapide, mais malgré tout, on peut voir certaines choses. Et je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Moi, à l'époque, lorsque j'ai pu faire ces enquêtes, j'ai vu que c'est quand même, lorsque ça, on ne sait pas pourquoi, cette espèce, il se crée là des problèmes sociaux et parfois on va le résoudre en trouvant un bouc émissaire. Ça peut être la personne âgée qui habite à côté et donc qui plaît pas, ou alors ça va être l'autre qui est différent. Mais enfin, c'était quand j'ai fait cette enquête, j'ai découvert des choses et c'était quand même ce genre de ce qu'on appelle un transfert en psychologie. Qu'est-ce que la société fait pour que la personne n'est pas capable d'assumer sa responsabilité à elle, et il va toujours désigner l'autre comme un petit peu celui qui cache sa vie? Alors là, c'est mon opinion, c'est que je trouve que justement il y a cette question de porter l'autre responsable de ce qu'on vit, ou de trouver quelqu'un qui va être notre victime pour qu'on puisse se décharger notre colère et tout, etc. Notre rage, enfin bref, tout le déplaisir que l'on vit et qu'on n'arrive pas à surmonter. Je crois que le problème aussi, c'est que je pense dans nos sociétés, c'est que peut-être j'ai l'impression que ça arrange. On parle souvent de forme ça peut permettre aussi une sorte de paix sociale ailleurs, quoi, dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Je veux dire qu'aujourd'hui, la moindre étincelle allume les mauvais comportements des individus. On a vu, et malheureusement, on a vu que dans des familles, le père devenir vraiment méchant, violent, et souvent c'est la femme et les enfants qui en font les frais. Oui. Pour le confinement, effectivement, quand on parlait, oui, c'est venu. On a parlé de ceci dans les quartiers, mais ça se passe aussi ailleurs. Je veux dire, moi, je réduis ceci. Justement, je parlais des difficultés des relations. Et puis, lorsque là, on se trouve confiné et qu'on n'arrive plus, justement, on peut pas trouver une échappatoire. Genre, je vais sortir, et encore, peut-être qu'on pourrait, du coup, utiliser cette heure-là, etc. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que on peut tout faire par l'ergothérapie, à savoir va courir 2 minutes ou va respirer, je sais pas. Donc
Si, il y a bien sûr, c'était pas nécessaire effectivement de vivre ceci pour faire monter un petit peu la. Pour révéler la souffrance. Oui, tout à fait. Ouais, c'était pas nécessaire. Ouais. Et c'est l'autre paradoxe de la situation, c'est que ça fait 3 semaines que le déconfinement, plus de 3 semaines que le déconfinement a commencé, et que les gens ont encore du mal à sortir de ce schéma, et que beaucoup, quand je dis beaucoup, je ne sais pas quel nombre, en tout cas, il y en a qui préfèrent, quand ils n'ont vraiment rien à faire dehors, il n'y a pas de course, il n'y a pas de besoin urgent ou nécessaire, ben, tout le monde rentre à la maison. C'est 2 mois, c'est presque 2 mois de confinement ont changé des schémas de comportement ou ont créé des psychoses qui font que il y a aussi la peur du virus, bien sûr. Il y a la peur d'être contaminé. Alors, bah, la première réaction, c'est on est chez soi, on est protégé. Oui, et alors là, franchement, je crois qu'on est vraiment tombé dans cette histoire avec la pandémie et le corona, c'est de se dire l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et là, c'était terrible, hein, c'est de se dire que s'il y a un danger, c'est vraiment les autres, puisqu'on peut se faire contaminer, etc. Donc, on peut devenir, oui, tout à fait, on devient complètement... On devient déjà obsessionnel par rapport à l'hygiène, parce qu'on nous rappelle, faites ceci, faites cela, même si déjà vous le faisiez auparavant, là vous demandez si vous en avez fait assez, parce qu'il y a eu vraiment cette tension où on se disait, mince, la mort est là, quoi. Hein, et je pense que ça a été très mal géré, cette histoire justement d'apporter quelque chose, un accompagnement à la population. On a eu l'impression, oui, moi je trouve que il y a eu tous ces effets négatifs là, hein, l'injonction, la façon de le dire et la façon de le faire, quoi. Et cette semaine sur ce plateau, Eric Marseille disait que il y a des gens, quand ils me voient, ils changent de trottoir pour ne pas avoir à me croiser. C'est bien encore un élément de cette peur, de cette psychose qui s'installe ou qui s'est installée dans le comportement des gens. Bien sûr, oui, tout à fait. Et je pense que, oui, de toute façon, alors je pense que on a une somme plus ça va, plus on a de plus en plus, des informations plus pointues également, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit au niveau du monde entier, hein, les nouvelles du monde, etc. Comment les pays gèrent, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais on peut très bien, on reste un petit peu, de temps en temps on peut tomber dans dans un excès, de temps en temps, vraiment je sais pas comment dire, on se trouve en déséquilibre là, on n'est pas rassuré quand on est... On n'est pas rassuré. Le mot est faible en fait, parce qu'on se rend compte que finalement, on le voit aujourd'hui, le déconfinement apporte plus de désagréments pour certains que le confinement en avait imposé. Et on le voit parce que l'être humain a du mal à recréer le lien social. La relation humaine est en train d'en prendre un coup. Sur certains plans, certainement sur certains plans. Oui, sur certains plans où effectivement, pour ceux qui avaient l'habitude de voir l'autre comme la possibilité de vivre des relations, d'avoir une vie affective, d'échanger, de communiquer et tout, effectivement. Mais maintenant, pour ceux qui se disent la vie finalement c'est un ensemble de relations très restreintes, et puis je suis bien tout seul dans mon coin. Bon, ça n'a peut-être pas changé. Peut-être juste se dire, au niveau de la maladie, il ne faut pas que je l'attrape. Enfin, je le dis aussi d'une façon aussi simpliste, mais c'est simplifié. Mais je crois que c'est ça la première réaction. On le voit dans le déconfinement actuel. La première chose, c'est même sur les plages où ils ont de nouveau droit de mettre une serviette. Il y a ces distances barrières qui se maintiennent, et ça se maintient dans quel que soit l'endroit où on est, les gens regardent toujours s'ils sont derrière la ligne qu'on a posée au sol. Il y en a qui font pas du tout attention, hein, mais il y en a qui le font encore et qui, même si le climat est beaucoup plus sain en termes par rapport à ce virus, on voit qu'il y en a qui sont marqués.
Tout à fait. Et je prends mon cas, je crois qu'il y a des fois, effectivement, hein, je me sens dépassée par la situation. Il m'arrive d'être... je me dis, mais enfin, voilà une personne qui ne comment dire, respecte pas les règles. Cette personne me met en danger, quoi. Et ça énerve. Donc, ou alors, on peut se dire quand même, est-ce que... bon, je sais pas, déjà, quelqu'un qui se dit... un exemple, quelqu'un a un masque, il porte son masque parce qu'on lui a dit mettez votre masque, d'autant qu'il est possible que certaines ne respectent pas la distance, etc. Si l'autre n'a pas de masque, il peut se rapprocher. Donc, on confond, je crois qu'on confond pas mal de choses. Là, il y a une confusion entre la peur elle-même, la peur produite, la maladie, comment vivre cette pandémie. Il y a un objectif commun à ces différentes postures, c'est de ne pas être malade. Oui. Oui, ou alors, si on est malade, de pouvoir s'en sortir, tout à fait, oui. Donc, c'est pour ça que dans cette réflexion, quand on voit actuellement, pas seulement je parlais de bâtiments collectifs, mais que ce soit dans les bâtiments, dans les maisons individuelles, certains individus ont cette peur, et puis ce qui en découle souvent, c'est que les nerfs en prennent un coup. Oui, tout à fait. Moi, ça arrive aussi, on peut se sentir, je vous dis, avec un coup c'est ci, un coup c'est ça, etc. Restez confinés, on déconfine, vous ne sortez pas, les bateaux arrivent, les avions arrivent et tout ça. Donc, on est complètement un petit peu tiraillés. Cette confusion, justement, on parlait de confusion tout à l'heure, et c'est peut-être ça aussi qui alimente les confusions. Par exemple, à chaque fois, on lâche un peu de lest, mais on précise quand même qu'il y a encore ça, qu'il y a encore ça. Et plus on donne de la liberté, plus les règles qui restent sont difficiles à vivre. Oui, alors moi je me demande, en fait, on est en train de mettre l'individu, de prendre l'individu comme une petite souris, et je me dis, mais en fait, c'est pour faire quoi ? Alors, est-ce qu'on attend que le vaccin miracle arrive ? Est-ce que ça va être encore un vaccin alors c'est justement la crainte comme autrefois, les vaccins, la santé qui autrefois, justement, tout ceci, vraiment, toutes ces interventions ont permis quand même de détruire les structures de certaines sociétés et de prendre possession de pas mal de leurs ressources, hein, et de laisser les individus un petit peu comme ça, dans une déstructuration et laisser le temps de se refaire, quoi. Déstructuration, c'est une chose. Mais là, c'est une motivation par la peur. C'est de l'énergie. C'est pour faire bouger l'individu à travers ses topiques, à travers ses psychoses, ses traumatismes. C'est la peur. Et à chaque fois, quand on voit cette liberté revenir, et l'individu, de plus en plus, il doit prendre sur lui pour faire plus attention, parce que l'autre, et c'est ça aussi qui est dur, l'autre ne fait pas attention. Oui, exactement. C'est pour ça que je disais, on se retrouve là. Ah bon, maintenant il faut dire, l'enfer, c'est les autres. Et oui. Puis, voilà. Et puis, on revient à des souvenirs où, effectivement, on nous a montré des maladies, on nous a montré la famine, on a rassemblé le peu, les deux avec, on est allé, justement, coloniser certains pays. Et on se demande, est-ce que c'est une nouvelle vague ? Et puis, il y a quelque chose aussi, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais les images à la télé ou sur les réseaux sociaux. Si on regarde actuellement au Brésil, quand on nous montre ces images aériennes, on voit ces tombes qui s'alignent les unes aux autres et sur des grandes surfaces, comme si, un petit peu comme si ces tombes nous attendaient aussi. Oui. Tout à fait, on nous rappelle sans cesse. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire en ce moment. De temps en temps, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Regardez là, on vous a expliqué les gestes, on vous montre un personnel soignant qui est responsable, etc. Ensuite, on fait intervenir donc de l'Institut Pasteur, le professeur Intel. Vous voyez, regardez maintenant, même le savoir devient
oui, déjà depuis longtemps par plein de comment dire par des connaissances plus rapides, hein, que ce soit les informations. Que ce soit les vidéos, que ce soit... Enfin bref, mais il faut savoir trier, je veux dire. Donc, et pour ceux qui... Bon, alors, c'est un peu compliqué parce que on reste de plus en plus... Moi, je me dis, j'ai la sensation d'être comme une souris dans une... On est en train de nous tester sur quoi, apparemment? Parce que qu'est-ce qu'on essaye de voir? C'est-à-dire être capable de gérer une peur qui est en nous et qu'on n'arrive pas à maîtriser, ou à savoir un petit peu comment le collectif se comporte face à une situation comme la pandémie. Est-ce qu'on veut savoir comment le collectif se comporte? Là, je ne sais pas trop, parce que on a quand même expliqué à ce collectif, il y a des lois, il y a des règles, vous allez sortir qu'à tel ou tel moment. D'accord? Donc, pour moi, on sait, on le laisse, comme si on vous dit ne bougez pas, là on a affaire ici, tel endroit, vous ne faites rien, restez tranquille pendant que nous on va s'occuper de ceci, de cela. Donc on a vraiment l'impression que il y a un peu comme un système de caste où il y aurait ceux qui auraient la possibilité de dire faites ceci, faites pas ceci, restez à l'écart, etc. Et puis voilà quoi. Et puis ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'attendre les grandes mesures, les grandes... Mais la question est bizarre que je pose ça à une sociologue, mais ça veut dire que beaucoup vont avoir besoin d'être accompagnés par un psychothérapeute pour expliquer pour se déconfiner de cette peur, justement, ou pour déconfiner la peur. Là, je ne sais pas, parce que c'est une question individuelle. Je ne sais pas, est-ce que c'est à moi qu'on pose la question directement, ou qu'est-ce que je pense, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des gens, apparemment il y a quand même eu certainement des personnes parce qu'il y a eu des, on appelle des cellules d'écoute, hein, donc ils ont fait un accompagnement, mais maintenant comment ceci va être traité, à savoir est-ce qu'on va dire que déjà là, comment dire, la première chose qu'on se dit aussi, hein, que dans les médias on pose, etc., c'est de se dire que on est en train de faire une génération, on a quand même produit une génération qui va être habituée à ne plus se poser de questions, hein, et à ne pas prendre du recul, et à être aux ordres. D'accord, merci. Patricia Château, on est arrivé au bout de nos 23 minutes d'échange. Merci pour cet éclairage. On aura l'occasion de revenir là-dessus, parce qu'il faudra qu'on essaye de voir auprès des psychothérapeutes, est-ce qu'il y a aujourd'hui un besoin d'écoute. Merci encore. On fait une pause, on se voit juste après. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Missa cause créole. Et en fait, j'aimerais que vous parliez un peu de la plage de l'étang salé, à l'époque où n'avait pas encore ce crise requin-là. Moi, personnellement, la plage de l'étang salé les Bains, là, c'était mon plage préférée. J'y partais là-bas jusqu'à mes 16 ans, hein, à peu près. Et en fin de compte, jusqu'à cet âge-là, m'y allais là-bas régulièrement, à peu près toutes les semaines, j'étais la plage de l'étang salé, quoi. M'y partais là-bas avec mon bon camarade, m'y partais là-bas avec ma famille. Et franchement, aujourd'hui, on a des belles images dans la tête. Dès que tu arrives là-bas, où tu es sur la plage, où tu déposes de bonnes serviettes, ou de bonnes sacs, où tu t'installes là-haut. Après, un peu, tu restes assis, tu fais des affaires ou tu es baigner. Et pendant ce temps-là, un monde, tu commande sandwich ou de quelque chose pour boire. Donc, petit camion bar là, tu es content de voir des monde comme arriver. Mais voilà, à cette époque-là, on avait beaucoup de monde sur le sable. Mais rappelle encore, on connaît le sable d'étang salé, c'est un sable noir, ça. Il fallait courir, il ne faut pas faire pour à caou, là. On m'a même rencontré mon premier amour à l'étang salé. Et quelque chose qui me rappelle aussi à l'étang salé, c'est que m'y partais souvent là-bas avec mon papa.
Et je pense que c'était une des rares places où je partais avec mon papa, parce que mon papa, sinon, il n'avait pas vraiment le goût de sortir. Mais la mienne, il était donc nous, ça va. Et voilà, les fois où nous allons ensemble baigner, ben, elle renforce notre relation, elle a mis de la complicité entre un père et une fille. Donc, pour moi, l'étang salé, vraiment, voilà, maintenant l'étang salé dans le cœur. Et en fin de compte, ben, à l'époque, on n'avait pas de filet, on n'avait pas de requin, on n'avait pas toute cette peur-là sur le requin. Avant, les dents de la mer n'existent pas à La Réunion, en fin de compte. C'est depuis récemment de mon connaît la mer infestée de requins et ça pue la mer. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mer de l'étang salé, ben, elle est vide. N'a plus grand monde. Oui, il y a 2-3 vanilles, mais voilà, c'est plus comme avant, quoi. Et c'est regrettable en fin de compte, parce que la mer de l'étang salé, c'était un endroit où on avait un potentiel de joie, un potentiel de bonheur, un potentiel de bonnes choses à apporter aux Réunionnais, en fin de compte, ou aux touristes. C'était un endroit où vraiment, on pouvait passer de super moments entre amis et en famille. Vous pouvez relaxer, tranquille, apprécier. Aujourd'hui, on a un peu de monde, ça va quand même baigner dans les filets, mais est-ce que ça t'y relaxe? M'y crois pas, parce que ça t'y connaît bien, juste derrière le filet, il peut y avoir un requin. Oui, ils allaient protégés par le filet, mais franchement, m'y pense pas que ça sans poisson sécurisé. Hein. Moi, personnellement, m'y aller baigner là-bas toutes les semaines. Ben, voilà, moi, la pas encore partie baigner depuis des années. Il fait longtemps depuis que m'en a entendu parler. Une baigneuse l'a fait attaquer à l'étang salé. Moi, je ne mets plus mes pieds à l'étang salé. Pourtant, n'est un filet, quoi, à l'endroit où la baignade est autorisée. Mais le filet, il n'empêche pas que moi, on m'a peur. Mais voilà, nous, il tente plus à moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis désolée pour la génération qui arrive. Je suis désolée pour nous aujourd'hui aussi, parce que nous l'a fermé les portes à des joies et un certain bonheur possible à cet endroit-là, en fin de compte. Parce que avec la crise requin, en fermant l'accès à la mer et avec le sentiment d'insécurité qui règne, en fin de compte, de monde ne vient plus. Et c'est des occasions de joie entre amis, en amoureux ou en famille, que l'on n'a plus à l'étang salé. Il est intéressant aussi de savoir si les bonnes snack bars marchent toujours bien qu'avant la crise requin. Et voilà, il doit manquer à Z quand même à bonne snack bar de voir bonne moon comme nous, ici à la mer, débarquer et commander sandwich, pas américain, etc. Moi, en fin de compte, je trouve que il faut que nous mobilisions à nous. Si nous-mêmes nous la passons des bons moments à l'étang salé, là, ou voilà, si nous voulons que nos enfants ils apprécient la Réunion, ils apprécient des moments entre amis et avec la famille à l'étang salé. Nos enfants, ils peuvent avoir 2 ans et demi aujourd'hui. Il faut que nous mobilisions à nous aujourd'hui. Les égoïstes aujourd'hui de ne pas faire quelque chose pour ouvrir les mers, pour sécuriser les mers. Nos enfants ne vont pas aller à la mer, ils n'auront peur de la mer. Et jamais lui connaîtra tous ces moments de bonheur que maman a pu vivre à la mer. Et ça, je trouve que c'est égoïste. Encore une fois, même si notre filet, nos enfants n'auront peur d'aller baigner. Donc, il faut vraiment prendre des mesures pour que les Réunionnais et les touristes ils comprennent qu'on a un réel effort pour réguler la population de requins, bulldogs et tigres, que les en déséquilibre. C'est pas un massacre, hein, c'est une régulation. Il ne faut jamais confondre les deux termes-là parce que c'est très différent. Bref, voilà, moi j'adore l'étang salé avant et j'espère qu'un jour ma fille va pouvoir partir là-bas en toute sécurité. Sécurité physique, ok, mais aussi en toute sécurité d'esprit. Je veux qu'elle y apprécie la mer. Je ne veux pas qu'elle y stresse parce que voilà, on a des requins juste autour, etc. Parce que voilà, on a un tas de monde qui stresse à cause de ça, on a un tas de monde qui ne savent plus la mer. Vous connaissez les sécuriser, mais vous avez un certain stress parce que vous connaissez aussi que la mer est infestée de requins. Hein. Le filet ne fait pas tout. Donc voilà, moi comme je pense au bon moment que je l'ai partagé avec mes proches, c'est pour ça que j'ai envie de mobiliser à moi aujourd'hui. Parce que je veux que ma fille puisse avoir accès à ces bonheurs-là. La mer elle apporte à moi tellement de bonheur. Et aujourd'hui, ma fille a le droit de vivre ce bonheur-là.
et les autres enfants aussi ont le droit de vivre ce bonheur-là en toute sécurité, encore une fois, physique et d'esprit. Donc voilà quoi, il faut vraiment nous mobiliser à nous pour que la mer rouvre, pour qu'il y ait vraiment de la sécurisation par rapport aux usagers de la mer. Mais pas juste les filets, il ne suffira pas pour rassurer le monde, il ne suffira pas pour que le monde aime vraiment la mer et qui apprécie vraiment. Et le monde, tant qu'on aura peur là, ben, ça ne va pas vraiment apprécier la mer. La mer elle est faite pour relaxer, elle est faite pour je sais pas moi, pour méditer en regardant tranquillement et sereinement le ciel. Elle n'est pas fait pour stresser parce qu'il y a une probabilité qu'un requin vienne manger de fesses, ou déchirer de corps en deux, ou déchirer de marmaille en deux. Bon, je ne connais pas que ça vous en pense, mais j'espère avoir autre commentaires et autre avis sur la mer de l'étang salé d'avant la crise requin. N'hésite pas à raconter à moi ou de bons souvenirs à la plage de l'étang salé les bains. Abonne-vous et aime la vidéo si t'es cool la vidéo. Et me dis à la prochaine. Gros bisous.